ils ont laissé M. Bédier libre de toute activité. Je pense que M. Bédier, il a peut-être suivi les instructions de M. Le Drian pour se taire et pour laisser Ouattara faire encore un autre mandat. Donc, Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Que joue le ministre des Affaires étrangères françaises en Afrique, Jean-Yves Le Drian? Il a rendu hommage au président du Niger. Nous le savons très bien que ce président arrive à la fin de son mandat. Pourquoi Jean-Yves Le Drian rend hommage à un président qui arrive à la fin de son mandat? N'oubliez pas qu'il a fait une déclaration. Et aussi, que jouent aussi les candidats malheureux à la présidentielle en Côte d'Ivoire, M. Bédier, qui est en résidence aujourd'hui, surveillé. Est-il complice ou pas? A-t-il trahi l'opposition ou pas? Parce que l'opposition aujourd'hui sont pourchassés par la justice ivoirienne. Le président Ouattara s'est dit les Rambo de la Côte d'Ivoire. Mais pour comprendre cette émission, dans mon plateau, M. Kamani Pascal, qui est analyste politique africain. M. Kamani, bonsoir. Bonsoir, M. Kamani, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères françaises, M. Jean-Yves Le Drian, qui fait des déclarations, qui visite les présidents africains qui sont à la fin de leur mandat. Aujourd'hui, que joue la France? Est-ce que la France influence-t-il ou pas les présidents africains de rester au pouvoir ou influence les institutions africaines? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je salue aussi les internautes qui nous suivent en ce moment. Donc oui, c'est vrai que M. Le Drian est en train de faire, enfin il est en Afrique je pense qu'il est en tournée en Afrique au niveau de certains pays, les pays francophones, c'est là où il y a surtout des problèmes. On sait qu'il a fait des déclarations en faveur du président sortant Mamadou Issoufou de Niger pour les processus électoraux. Donc il a même dit moi j'ai suivi, il a dit que ça sera le processus référence en quelque sorte pour l'Afrique. Donc par là, je comprends qu'il y a déjà une politique. Il faut savoir que on a connu quand même en Afrique, pour revenir un peu en arrière, on a connu l'Afrique, c'est vrai qu'on a connu la traite négrière, ce qui a duré plus de 1000 ans. Donc après, il y a eu l'esclavage, le néocolonialisme, l'impérialisme. Et là, on est vraiment dans la mondialisation. Donc la mondialisation, il faut savoir que c'est accompagné, c'est dicté par l'oligarchie mondiale qui est la multinationale, donc toutes les entreprises là qui sont derrière le politique. En fait, les politiques n'ont pas vraiment de pouvoir. Officiellement, il est venu pour les accords, pour les relations bilatérales. Il a même précisé qu'il y a des très très bonnes relations bilatérales entre la France et le Niger, mais derrière, officieusement, on sait qu'il y a la main noire de multinationales qui sont en train d'exploiter le minerai dans le Niger. Donc je rappelle qu'il y a Arena qui a signé des contrats pour l'exploitation de minerais de Niger pour le compte puisque Arena c'est une filiale de EDF et EDF a besoin de ces minerais, des uraniums, pour les centrales nucléaires françaises. Donc si je comprends très bien, Arena utilise l'État français pour mettre à genoux le Niger. En soubassement, c'est ça qui est vraiment la réalité, c'est ça la réalité. Donc le politique avec la mondialisation, c'est vrai que les politiques ont perdu le pouvoir, c'est des multinationales qui sont derrière, mais ils utilisent quand même le politique, le président africain, français, tout ça, pour surtout imposer, parce qu'ils ont le système de dictat, c'est eux qui dictent au fait la politique qu'il faut suivre en Afrique, et ils obligent, c'est eux qui au fait qui manipulent un peu toutes ces élections. Derrière ça, il y a tout le temps la main noire française, et c'est dommage que la volonté du peuple n'est pas respectée. Donc je cite ce qu'a dit Le Drian, donc les élections au Niger seront une référence pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'ils ont déjà préparé une personne qui remplacera justement le président Mamadou.
Oui, c'est prémédité, puisque c'est vrai que M. Mamadou Issoufou, c'est un démocrate, il a été élu démocratiquement, et puis bon, c'est quelqu'un qui a aussi qui était déjà dans les affaires. Il a occupé plusieurs fois par le passé les postes de ministre dans différents portefeuilles. Donc il a la confiance de la France, c'est quelqu'un de la France, c'est pourquoi la France est derrière, et surtout qu'il a facilité les entreprises françaises de signer des contrats JT dans le minerai. Donc voilà. Mamadou ne cherchera-t-il pas à rester au pouvoir longtemps, comme ont fait d'autres présidents, comme le président Ouattara? Je pense qu'il est à son... Là, il est à son désert. Il a fait son premier mandat, peut-être qu'il va faire un deuxième mandat, mais est-ce qu'il va faire comme les autres? Puisque, bon, c'est vrai qu'à un certain moment, si les Français ont besoin de toi, si ces multinationales ont besoin de toi, ils vont te pousser à changer la Constitution pour te maintenir au pouvoir. Alors, allons en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, oui. La justice ivoirienne aujourd'hui pourchasse les opposants. Oui. Alors, ce que je vais comprendre, s'il vous plaît, M. Kamani, c'est que je vais comprendre pourquoi la justice ivoirienne arrête les opposants, mais la justice ivoirienne est un peu cool, M. Bédié. N'est-il pas complice, M. Bédié, oui, justement, M. Bédié. Alors, pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est un peu complexe du fait que la classe politique ivoirienne, c'est vrai que M. Bédié, pendant un certain moment, il n'était pas vraiment, je pense qu'il n'est pas vraiment constant dans sa pensée politique, puisque c'est un oufouédiste. Donc, à savoir que lui et Ouattara sont vraiment issus de même famille politique, hein. C'était des enfants politiques d'Houphouët. Lui, on parle même qu'il est l'enfant biologique d'Houphouët, ou peut-être qu'il a été adopté par Houphouët. Mais en tout cas, il a grandi dans la famille de Houphouët-Boigny. Donc, il y avait déjà une complicité entre les deux au début, après la mort d'Houphouët-Boigny. Mais à un certain moment, je pense qu'ils se sont séparés. Et moi, ce que je peux reprocher à M. Bédié, c'est un peu son instabilité politique, puisqu'il n'a pas vraiment la pensée politique vraiment qui le positionne comme vraiment un véritable héritier d'Houphouët. À un certain moment, il s'était retrouvé avec Babo. Il est à gauche, il était à gauche avec Babo. Après, il s'est retourné contre Babo. Il a soutenu Ouattara. Et aujourd'hui, on ne sait pas s'il est vraiment avec Babo, s'il est avec Ouattara. Donc, je pense que c'est un trouble fait. Et ça, c'est très dangereux pour un homme politique qui a vraiment un idéal, hein, une pensée politique à défendre. Est-il important, parce que les Ivoiriens disent qu'ils ont choisi M. Bédié, leader de l'opposition, par rapport à son âge? Est-ce qu'en politique, on peut croire parce qu'on est plus âgé, ou parce qu'on a plus des ambitions, des convictions, ou encore une vision très claire à la politique de son pays? En Afrique, c'est un peu partout, il y a la géopolitique qui joue. C'est vrai que l'ethnie de M. Bédié, c'est une ethnie qui est l'ethnie majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, je pense que les leaders politiques, Ouattara comme Babo, à un certain moment, ils voulaient s'appuyer sur lui par rapport à cette stratégie géopolitique. Mais là, je pense qu'il a voulu peut-être s'émanciper un peu de ces deux anciens partenaires pour se positionner vraiment comme au centre candidat pour récupérer le pouvoir, mais sauf que Ouattara n'a pas voulu le laisser faire. Donc, à savoir qu'il y a eu aussi le problème de révision constitutionnelle qui a provoqué la crise, hein, comme partout en Afrique. Le péché originel, on dit toujours que c'est la crise de légitimité. Ouattara, aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment, puisqu'on dit qu'il est le troisième premier président de la Côte d'Ivoire. Donc, d'un côté, il est le troisième président élu, enfin, troisième et premier mandat, puisqu'il passe de 2 mandats de la Constitution à un autre mandat. Donc ça, c'est pas facile. La nouvelle Constitution, mais c'est pas ça qui peut... c'est comme ce qui s'est passé en France à l'époque de Chirac, qui avait modifié la Constitution. En 2005, je crois, Chirac avait modifié la Constitution, mais il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats, il n'a pas fait 3 mandats. C'est comme si on fait une modification de sa maison, la maison ne va pas changer d'adresse. Donc je pense que c'est un acquis, hein, de faire 2 mandats. Il fallait
quand même respecter cet acquis qui est vraiment important pour la consolidation de la démocratie. Le ministre Le Drian a eu une conversation avec l'opposition ivoirienne, aussi avec le président Ouattara. N'a-t-il pas influencé le président Ouattara de s'éterniser au pouvoir? Ouais, je sais que la France, à un moment, s'était fâchée un peu contre Ouattara, puisqu'il y a eu quand même un rapport de service secret français qui avait dénoncé ou qui a mis en lumière les transactions un peu financières qui a entretenu Ouattara avec le roi du Maroc et tout ça. Donc, à un moment, ils étaient fâchés, mais je pense que ça a été quand même réglé en secret. Et on n'a pas compris comment la France a gardé le silence pendant toute la période préélectorale jusqu'à la période électorale. Donc je pense que quelque part la France est derrière Ouattara. Je pense que la France est avec Ouattara. Voilà, parce que moi je veux qu'on aille plus en profondeur. Pourquoi Le Drian doit rendre visite à l'opposant Bédié, pas sachant que la France n'est pas impliquée, la France doit rester en dehors de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le Drian va visiter Bédié qui est encerclé chez lui, en résidence surveillée, et aussi voir le président Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Est-ce qu'il a voulu faire taire Bédié parce que c'est un pion français, ou qu'est-ce qui s'est passé au juste? On arrête les opposants, mais on ne sait pas pourquoi Le Drian doit rendre visite à Bédié. Oui, je pense que c'est clair. Hein, c'est clair, si le ministre français des Affaires étrangères rend visite à un opposant qui est censé calmer celui normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, M. Bédié est issu d'une ethnie qui est majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui peut déclencher le mouvement de la désobéissance civile. Ça peut créer de guerre tribale, l'insécurité, tout ça. Et je pense qu'il devait commencer par lui. Quelque part, M. Bédié, c'est un ami des Français. Et on sait que la France a toujours joué un rôle important dans la politique ivoirienne. Je pense qu'il est arrivé avec un message fort à M. Bédié pour lui demander peut-être de jouer le jeu. Donc, M. Bédié, c'est un traître. Il a trahi l'opposition et aussi trahi la population, les Ivoiriens. On peut dire qu'il a trahi les Ivoiriens. Oui, je pense qu'avec l'influence française, ça explique directement le silence de M. Bédié. Et avec les jours qui vont suivre, on va constater qu'il va garder le silence et il va se rallier à M. Ouattara. Parce que j'ai suivi la justice ivoirienne qui dit clairement que M. Bédié ne peut pas être arrêté ou mis en prison parce qu'il est vu son âge. Ils ont peur qu'il lui arrive quelque chose en prison. Donc c'est une raison politique, ou est-ce que ça tient les coups de dire que M. Bédié est déjà assez âgé pour ne pas être emprisonné? Alors qu'on sait très bien, M. Kamani, que tous les restes des opposants, il y en a qui sont arrêtés, d'autres sont en fuite. Oui, il y a M. Albert Mambry et M. Pascal Afi Nguesso qui sont en fuite, hein, qui sont vraiment recherchés par la justice. Donc la justice doit être la même pour tout le monde, puisqu'ils étaient à trois à lancer cette bataille. Ils ont même mis en place, je crois, un gouvernement de transition, de tout ça, ensemble, à trois. Mais pourquoi seulement se focaliser sur les deux autres? Et ils ont laissé M. Bédié libre de toute activité. Je pense que M. Bédié, il a peut-être suivi les instructions de M. Le Drian pour se taire et pour laisser Ouattara faire encore un autre mandat. Donc, alors, en quelque sorte, il a trahi les autres, si on peut, dire ça. Que doivent faire les Ivoiriens aujourd'hui? Ils doivent croire encore à la politique, ou est-ce que le président Gbagbo, depuis la Belgique, peut lancer un mot, ou encore M. Soro peuvent lancer un mot pour demander aux Ivoiriens de revendiquer leurs droits ou pas? Ouais, je pense que ça, c'est une question vraiment fondamentale, mais je pense que s'il faut vraiment bien répondre à cette question, il faut aller vraiment dans la globalité. Donc, il faut que les Africains arrivent à sortir de préjugés
et de ce qu'on appelle les préjugés, tout ce qui est un peu préconçu, tout ce qui est conçu, tout ce qui est un peu les erreurs, tout ça, le tribalisme, le fanatisme, l'influence un peu extérieure, tout ça, pour eux, c'est comme si la solution doit toujours venir de la France. On doit sortir un peu de ces préjugés et de l'intolérance et laisser la place aux libertés, au choix, le respect de choix de la population, des Ivoiriens, et aussi les gens doivent avoir aussi accès à la connaissance pour permettre le pays vraiment de se développer, puisque ça fait 60 ans d'indépendance, mais nos pays africains n'arrivent pas vraiment à sortir du sous-développement. On a des minéraux, on a tout ce qu'il faut, on peut les transformer sur place avec vraiment des connaissances qui sont maintenant très avancées. On peut les transformer, créer de la valeur ajoutée pour développer ces pays, mais on n'arrive pas puisqu'on est toujours en quelque sorte un peu accroché à cette politique, l'ancienne politique coloniale, tout ça avec la France qui a toujours un rôle à jouer dans la politique intérieure de nos pays. Donc il y a toujours l'ingérence, et tant qu'il y aura l'ingérence, on aura du mal à décoller, malheureusement. Alors, je souligne un point, parce qu'aujourd'hui, le président Trump reste encore au pouvoir, insiste sur son électorat, parce qu'il a dit qu'il y a eu tricherie, il y a eu tricherie au niveau des votes, par correspondance. Le président Trump a combattu les Illuminati, a combattu les francs-maçons, parce qu'on dit qu'il n'est pas de la même obédience qu'eux. Alors, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, ces présidents qui restent longtemps au pouvoir, peut-on croire qu'ils sont de la même obédience que ceux qui dirigent aujourd'hui, la France ou pas? Ouais, ben, il y a toujours eu quand même des liens entre le science occulte et le pouvoir, surtout en Afrique où le président chaque fois arrivé au pouvoir, ils sont toujours initiés par ces mouvements occultes. Et je pense que le président Trump, il s'est démarqué un peu de cette pratique. Il a voulu montrer aux gens que non, on peut diriger nos pays sans passer par là. Donc il a vraiment combattu ce système, et c'est pourquoi ça a beaucoup joué ça a beaucoup joué contre lui pour sa réélection. Il a été combattu par ces mouvements multinationaux qui sont mélangés avec le science occulte, tout ça, avec une mission de confisquer la liberté et de nous rendre esclaves de leur système. Donc aujourd'hui, le président Trump peut-il encore être président ou pas? Parce que les élections sont bloquées pour l'instant. On ne sait pas qui sera le président, vu la déclaration de Joe Biden, qui a fait une déclaration en disant qu'il est majoritaire. Donc, il est favorable à accéder à la Maison-Blanche. On suit tous, nous on regarde ce qu'on voit à la télé, mais c'est vrai que M. Trump, il est mieux placé avec son équipe pour parler de fraude. Maintenant, je pense qu'il y aura un récomptage de voix, et ça va nous permettre d'être vraiment éclairés pour savoir s'il y a eu manipulation, s'il y a eu fraude, tout ça. Donc je pense que les jours qui vont suivre, on aura plus d'éclaircissement sur ce côté-là. Mais je pense qu'il est combattu par rapport à sa position, par rapport à sa politique qui était bien acceptée par surtout les Africains et d'autres pays en voie de développement. Donc on est vraiment déçus en quelque part de voir que ça se déroule comme ça, mais je pense que ça va peut-être s'arranger. Voilà, je tiens à vous rappeler aussi qu'en Tanzanie, le président réélu, le président Magufuli, donc j'ai dit réélu, mais qui insiste de rester au pouvoir parce qu'il a perdu face à M. Tundu Lissu, qui était élu, mais mis aujourd'hui en prison, et son chef de parti politique aussi est mis en prison, accusé des terroristes. Lorsqu'un président arrête son opposant qui gagne
en lui accusant qu'il est membre d'un mouvement terroriste. Alors, vous étant qu'analyste politique, est-ce que les Africains aujourd'hui doivent s'accrocher à ce genre de présidence qui n'ont qu'une vision sur le développement africain? Est-ce que les Africains aujourd'hui peuvent se dire que nous sommes fiers d'accepter cela parce qu'il est de mon tribu, parce qu'il vient du même camp que moi, alors qu'ils sont vides? Vides parce que l'Afrique aujourd'hui, les Africains ont du mal à trouver l'emploi, à vivre correctement comme ici en Europe. Alors, le problème de nos dirigeants africains, en fait, ils ont tout copié de l'Europe. Ils ont fait le copier-coller de différentes démocraties, surtout occidentales. Mais sauf qu'ils n'ont pas voulu donner la place à la justice, parce qu'il y a toujours le problème de crise de légitimité qu'on retrouve un peu partout. On a vu ça même au Cameroun, hein, le président sortant... Paul Biya, qui avait perdu des élections contre Maurice Tampo. Donc il a fait pareil, et là c'est rébellante, hein, c'était au Congo, maintenant c'est en Tanzanie avec le président Magufuli qui s'accroche au pouvoir. Il a perdu contre l'opposant Tundu Lissu, mais je me demande, on se pose quand même des questions. Si on a été élu avec 84% en Tanzanie, en Côte d'Ivoire avec 95%, mais pourquoi empêcher les gens de s'exprimer ou bien de manifester? Puisque si on est vraiment élu avec ces pourcentages-là, normalement, tout le pays doit être heureux, les gens doivent faire la fête. Mais nous, on remarque que c'est le contraire, il y a des policiers partout qui empêchent les gens de manifester, d'exprimer leur mécontentement. C'est là où on s'est dit qu'il y a vraiment un problème, il y a un délit de démocratie dans ces pays. Mais c'est Kamani, je comprends, pour être président aujourd'hui en Afrique, il faut être membre des mondialistes. Donc il faut faire partir des obédiences.